Bonjour Michel Dupuis. Bonjour. Vous êtes professeur d'université à Lille 2 et vous êtes intervenu aux journées du e-learning de Lyon sur le thème des Creative Commons, des licences Creative Commons. Alors en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous donner les règles communes de l'ensemble de ces licences? Parce qu'il n'y a pas qu'une licence Creative Commons. Effectivement, il y a 6 modèles de licences Creative Commons, mais ces 6 modèles se caractérisent par des éléments communs, si vous voulez. Alors, il y a plusieurs combinaisons en réalité, donc il y a 6 combinaisons possibles, mais à travers ces 6 combinaisons, il y a quand même un élément commun, le fameux by, c'est-à-dire par quelqu'un. Et en fait, il est important dans toutes les licences Creative Commons d'indiquer le nom de l'auteur. C'est un point auquel on ne peut pas déroger. Bon. Ensuite, il y a des options possibles que l'on peut choisir. Alors, quelles sont ces options? Tout d'abord, le fameux ND, non-derivative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier l'œuvre. Et ça, c'était quand même important parce que ça signifie que le titulaire des droits ne souhaite pas que les autres puissent modifier le travail qu'il a fait. Ensuite, il y a l'option SA, Share Alike, c'est-à-dire partager comme. Alors là, ça vise simplement la licence elle-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'auteur a mis sa licence, a choisi une licence, eh bien, on ne peut pas modifier dans dans la distribution successive de l'œuvre, notamment de l'œuvre modifiée, on ne peut pas changer la licence. Et puis, il y a également l'option NC, non-commercial, c'est-à-dire que, on a bien compris, on ne peut pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales, c'est-à-dire que l'auteur se réserve la possibilité d'autoriser ou non, quand on lui demandera, l'activité, l'exploitation commerciale de son œuvre. Voilà. Alors après, on peut combiner SA et ND, on peut combiner ND et NC, etc., etc. Donc ça donne les 6 combinaisons dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, lorsque vous avez pris comme exemple la diffusion des œuvres pédagogiques hier dans votre exposé, vous avez choisi un modèle pour l'expliciter davantage, et le modèle que vous avez choisi, c'est le modèle BY, NC, ND, SA. Donc le plus fermé. La question que je me suis posée et que je vais vous poser à nouveau, c'est que c'est effectivement le modèle le plus fermé. Alors quel intérêt y a-t-il à utiliser la licence Creative Commons dans un modèle fermé, alors qu'on pourrait très bien ne pas utiliser du tout la licence Creative Commons? Alors il y a une chose que vous oubliez, et ce qui est quand même important, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sous Creative Commons, qu'elle soit complètement ouverte ou complètement fermée, vous avez quand même un élément important, c'est que vous pouvez diffuser l'œuvre gratuitement. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ça l'objet en réalité. Qu'elle soit fermée, alors ça veut dire que quand elle est fermée, l'objet que vous distribuez est tel quel. Vous ne le modifiez pas, vous ne le commercialisez pas, vous gardez la licence comme elle est, mais elle est gratuite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit. Donc, l'intérêt, c'est quand même la gratuité. Enfin, moi, j'avais compris ça comme ça, dans Creative Commons. Donc, bien sûr qu'elle est fermée. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle fermé? Alors, on en a discuté hier en amphithéâtre avec Sir John David, qui n'était pas tout à fait d'accord avec moi. On peut même dire qu'il était pas du tout d'accord avec moi. Tout à fait, oui. Ouais. Mais c'était intéressant cette confrontation. Moi, je réagis en réalité comme un juriste et comme je le disais hier, j'ai l'expérience du e-learning à travers ma discipline. Et c'est vrai que pour moi, mais peut-être ai-je tort pour d'autres modèles de e-learning, mais pour moi, dans le cadre du e-learning que je connais, il est important de garantir, 1, par qui est-ce que c'est fait, 2, la traçabilité de l'œuvre pédagogique. C'est-à-dire que c'est très important qu'on sache que la personne qui a fait le cours, qui a fait la ressource, eh bien, c'est bien son opinion qui est transcrite et que cette opinion n'a pas été modifiée. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, moi, je pense que l'aspect commercial, ça nous choque toujours un petit peu, nous, les juristes, notamment quand on voit, par exemple, des cas où nos cours sont repris en amphi et revendus sur Internet sur des plateformes marchandes, sans qu'on soit informé, sans qu'on ait donné notre accord, et ça quand même c'est un petit peu choquant. Donc effectivement c'est pour ça que le non-commercial a été pour moi un élément signifiant, important. Alors maintenant, peut-être que dans d'autres modèles de e-learning, peut-être des modèles plus évolués, on va dire, parce que ce dont j'ai entendu parler dans l'amphi hier et encore ce matin, c'est des modèles de e-learning plus collaboratifs, où les gens échangent
c'est que les juristes travaillent tout seuls dans leur coin. Nous, on est des individualistes. Hein. Bon, on dit d'ailleurs que des professeurs de droit sont des professions libérales payées par l'État. Pour vous dire. Hein. Mais c'est pas tel. Alors, on essaye de travailler ensemble, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette culture de partage, de monter les choses en commun. On travaille côte à côte, pas vraiment ensemble. Donc le travail collaboratif, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien nous. Mais je conçois qu'il y ait des œuvres collaboratives qui nécessitent effectivement les enrichissements mutuels des uns et des autres. Et là, effectivement, le modèle que j'imagine est peut-être pas celui qu'il faudrait mettre. Mais ceci étant, il faut bien comprendre qu'il y a la phase élaborative et la phase de distribution de l'œuvre. Et moi, là encore, réflexe de juriste, je distingue. Si on peut imaginer effectivement quelque chose de commun au niveau du partage de la ressource entre les acteurs du e-learning, ceux qui travaillent, ceux qui créent. Après, au niveau de l'utilisation, bah, c'est là qu'il faut peut-être verrouiller un peu plus. Alors, j'ai entendu parler effectivement de travail collaboratif avec les apprenants. Les apprenants pourraient effectivement intervenir dans le modèle et dans l'outil même d'apprentissage. Je veux bien. Moi, je ne le conçois pas très bien par rapport à nous. Hein. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Quand on fait un cas pratique interactif, par exemple, alors, bon, après tout, pourquoi pas, les étudiants pourraient avoir des solutions originales. L'expérience montre que c'est souvent le promoteur du cas pratique, celui qui l'a rédigé, celui qui l'a fait, qui donne les solutions les plus pertinentes. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un modèle qui s'adapte mal à notre culture, à nous les juristes, mais bon, voilà. Hein, Alors, sur ces licences Creative Commons, comment elles se répartissent avec l'ensemble de ces options? Vous avez des indicateurs? Oui, alors j'ai regardé effectivement sur les sources en ligne, voir un petit peu ce qui se dit, et c'est quand même intéressant parce que en ce qui concerne la France, hein, sur la licence 2.0, on se rend compte que 89% des licences sont distribuées en interdisant l'exploitation commerciale. Donc on voit bien que l'exploitation commerciale n'est pas dans le modèle. Hein. Ensuite, il y a 51% des licences qui interdisent les modifications. Là aussi, on ressent l'idée de verrouiller l'objet même. Alors, vous imaginez, pour du e-learning, l'objet d'apprentissage, c'est quelque chose de un peu fini. Un peu. Donc là, voilà. Et en fait, j'ai remarqué qu'il n'y avait que 2% des licences Creative Commons qui, en réalité, permettaient la totale liberté. Donc, il n'y avait que le bail, c'est tout. C'est donc la gratuité qui est en fait le point peut-être essentiel de la licence Creative Commons. Oui. Alors, c'est le point essentiel. Maintenant, si on revient aux propos que nous avons, nous, c'est-à-dire les Creative Commons face ou pour les œuvres pédagogiques, il y a quand même un problème. La gratuité a toujours posé un problème parce que moi je sais bien qu'on est confronté à une difficulté importante qui est le modèle économique de nos ressources pédagogiques. Je vais vous parler de ce que je connais. Je suis administrateur de l'UNJF. Bon. Il faut qu'on puisse scénariser des cours. Ça a un coût. C'est assez important. Comment on peut arriver à financer ça alors qu'on est obligé de mettre, parce que c'est un GIP de droit public, on est obligé de mettre à disposition gratuitement des internautes, avec le login, etc., enfin des étudiants, donc, les ressources. Donc en fait, on ne vit que de subsides d'État, sauf que vous savez très bien qu'en ce moment, c'est quand même pas une situation très, très favorable, et donc nos budgets réduisent, on est obligé de renégocier par rapport à nos prestataires les prestations de scénarisation, enfin voilà, on gère la pénurie, quoi. Les œuvres pédagogiques aujourd'hui, et demain le seront certainement davantage, sont généralement complexes et sont en multimédia. Oui, alors est-ce que la licence Creative Commons, je dirais même, est-ce que le droit commun n'est pas complexe à appliquer dans ces cas-là? Alors, je vois que vous êtes venu à mes précédentes conférences. Ah, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai. Alors, pour effectivement ce qu'on appelle le multimédia, pour les œuvres multimédia, parce que c'est une catégorie d'œuvres, on sait que c'est des œuvres qui en fait réunissent dans une même œuvre, on va dire, des œuvres de nature différente. On a de l'écrit, donc des œuvres littéraires, on a du logiciel, on a de l'image, du data, des bases de données, enfin bref.
Et le problème déjà, c'est que le droit de la propriété intellectuelle saisit ces différents éléments de manière différente. Maintenant, si on se replace dans la perspective d'une Creative Commons, l'idée qu'ont les promoteurs de plateformes de learning, c'est rechercher des sources libres, gratuites. Hein, c'est bien ça qu'on veut faire. Bien sûr. Sauf qu'on va regarder, on va reprendre des choses sous licence Creative Commons. Oui, mais est-ce que l'on peut mixer des licences Creative Commons qui sont, par exemple, qui interdisent l'exploitation commerciale, d'autres qui l'autorisent, ça pose pas trop de problème. Mais quand on dit, par exemple, d'un côté, j'autorise la modification, de l'autre, je ne l'autorise pas, et que je vais donc distribuer mon œuvre sous une licence qui autorise, c'est-à-dire je n'utilise pas le fameux ND, ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir modifier à l'intérieur de la licence des éléments qu'on ne pouvait pas normalement modifier. Donc en fait, il y a une incompatibilité entre la licence de l'œuvre dérivée et la licence de l'œuvre intégrée. Et ça pose de grosses difficultés parce que juridiquement, ça veut dire que la licence au sens du contrat, le deuxième contrat est nul. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que votre seconde licence est frappée de nullité. Et ça, je crois que les gens qui travaillent dans le domaine de la création et qui utilisent les Creative Commons ne mesurent pas du tout. Ils mettent CC sur leur document et puis, bon voilà, c'est bon, quoi, c'est libre. En d'autres termes, la Creative Commons peut générer des risques juridiques, il ne faut pas les ignorer. Oui, il ne faut pas les ignorer, et puis bon, il faut anticiper, il faut y réfléchir. Alors peut-être effectivement que dans la version 3.0, il faudra essayer de voir un peu comment on peut essayer de faire évoluer tout ça. Alors ce ne sera pas simple à mon avis, mais bon, il faut essayer. Merci Michel Dupri. Mais je vous en prie.